Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir sur les ondes de Radio Arménie un anthropologue et historien d'origine kurde de Turquie, Adnan Çelik, qui est actuellement maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales et qui a fait une étude approfondie de la mémoire kurde du génocide des Arméniens. En tant que sociologue, vous avez fait donc une enquête de terrain, Adnan Çelik, et vous avez écrit un livre saisissant, traduit en français, intitulé La malédiction. Bonjour Adnan Çelik, d'abord. Bonjour, bonjour. J'espère que je vous ai bien présenté. Et je voulais vous demander quelle était votre motivation pour faire ce livre, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette malédiction dont vous parlez, qui est le titre de votre ouvrage, qui relate de vos entretiens avec les habitants de la région de Diyarbakır, Dikhanagir en arménien, Ouais. euh, auprès de la population kurde. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à votre programme. Je suis ravi d'être là. En fait, la malédiction, c'est une expression très courante, voilà, dans la langue kurde, surtout dans les régions kurdes. Ça réfère évidemment au génocide des Arméniens. Là, ça réfère le fantôme du génocide des Arméniens, la présence de génocide dans la vie quotidienne. Et parce qu'on dit que quand on déportait les Arméniens, ils étaient sur la route et les Arméniens ont dit aux Kurdes que voilà, nous sommes le déjeuner, vous serez le Aux Kurdes, aux dîner. Kurdes. Aux Kurdes, on dit que voilà, Em shivin hum pa shivim. Ils ont dit aux Kurdes, voilà, nous sommes le déjeuner, vous serez le dîner. Voilà. C'est une Mm. expression qui met en évidence que voilà, euh, Ce les qui nous Kurdes. arrive va vous arriver après. Exactement. Et surtout, ça a vraiment créé un régime mémoriel chez les Kurdes qui ont essayé toujours associer leur victimisation avec la victimisation des Arméniens. Mm. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette expression, mais l'histoire Alors, en turc, c'est yüzyıllık ah, oui, c'est ça? Yüzyıllık, 100 ans de malédiction, voilà, Yüzyıllık ah. S'entend. Le Donc, mot ah, ah, c'est en kurde, c'est malédiction. ben, exactement, on dit ah en kurde, mais c'est pareil en tout cas, on dit ah, je pense Ah. qu'en arménien, peut-être en arménien aussi, on utilise ce mot-là, non, je sais pas. Non, le mot Oui. ah en arménien, ça veut dire terreur. Oh, ah, ok. Ben, ah, voilà, ça veut dire la malédiction en kurde. Et on a choisi ce titre de 100 ans de malédiction, qui, voilà, une malédiction qui persiste toujours dans la vie quotidienne, ben, au niveau mémoriel, mais vraiment au niveau matériel aussi. Et pourquoi on a choisi ce titre? Parce qu'on on a décidé de faire une recherche issue de l'histoire orale en 2014, comme c'était le centenaire du génocide des Arméniens. On voulait vraiment faire un travail sur la mémoire de ce génocide dans les régions kurdes. Et on a choisi Diyarbakir parce que Diyarbakir, d'abord, était voilà, une ville très importante pendant le génocide. Et puis, c'est une ville très importante dans la vie politique, culturelle, identitaire kurde aussi. Vous savez, après les années 80, surtout durant la mobilisation des Kurdes pour leurs propres droits, Diyarbakir est devenu voilà, une capitale, entre guillemets, pour les Kurdes. On a décidé d'amener cette recherche avec mon collègue Namr Kemaldic, qui lui aussi est un historien basé à Istanbul. Et on a fait cette recherche voilà, avec la fondation d'Ismail Beşikçi. Mm. Ismail Beşikçi, c'est un sociologue très connu, très engagé pour la cause kurde, mais pour la cause arménienne aussi. Et il a passé 17 ans dans la En prison prison. turque parce que dans les années 70, il a soutenu la thèse que ce qui a été fait à Dersim voilà, était un génocide. Et puis, voilà, il a été emprisonné. On a fait cette recherche en 2014 à Diyarbakir. On a réalisé une soixantaine des entretiens avec les gens locaux. Et on a essayé de comprendre, voilà,
ce qui reste, voilà, du génocide des Arméniens, voilà, en termes de mémorial chez les Kurdes. Mm. Et c'était très frappant ce on a vu vraiment, il y avait une mémoire très vive, voilà, D'accord. concernant le génocide. Moi, je voulais revenir un peu à la préhistoire de ce livre. Dans un de vos articles, vous dites que pendant votre enfance, il y avait plusieurs phénomènes qui vous avaient frappé. Quelles étaient ces observations que vous aviez faites dans votre environnement immédiat, dans votre Oui, oui, famille, qui ont éveillé votre intérêt, en tout cas, pour ce sujet? oui. Ben, merci pour cette question, c'est très important. Vraiment, moi, je suis né à Koulp, voilà, en Kurde, on dit Passour. Passour, c'est un district attaché à Diyarbakir, mais vraiment à la limite de Sassoun, Sassoun historique. Oui. Donc, c'est une région montagneuse. La présence des Arméniens se voit toujours par leurs traces aujourd'hui, elle a une présence par leur absence, je dirais. Donc, moi, je suis né dans cette région et j'ai grandi là-bas. En fait, d'abord, la première chose, je veux dire que ma arrière-grand-mère était une Arménienne islamisée. Donc, elle est née dans un... Vous le saviez lorsque vous Oui, étiez oui, oui, petit? oui, tout à fait. On a toujours parlé de ça. Elle nous a toujours raconté ce qui s'est passé. Donc, elle est née dans un village nommé Kirvank, voilà, village arménien. Elle avait Votre sept... arrière-grand-mère était la mère du côté de votre mère, Mon père, de votre père. ouais, mon père, voilà. Hmm. Et elle est née dans cette village, elle avait 7 et 8 ans quand le génocide a eu lieu. Et il y avait certains nommés Süleyman Çavuşelaz, voilà. Süleyman Çavuş, c'était un Turc, voilà, qui était sergent, voilà, dans cette région pendant le génocide. Hmm. Et après le génocide, il a décidé voilà, de rester à Koursk, voilà, parce qu'il a accaparé pas mal des terres arméniennes. Hmm. Et lui, voilà, j'arrive pas à trouver le bon mot, voilà, pour dire, voilà, lui, elle a grandi chez lui et quand elle avait, je sais pas, 17 ans, 18 ans, elle s'est mariée avec mon arrière-grand-père. Elle s'appelait Husna. Enfin, elle a été islamisée. Elle a utilisé voilà, le prénom Husna, mais elle se souvenait pas du tout son propre prénom Elle était voilà, petite, donc. arménien. Oui, elle était petite et Et quel souvenir elle probable. avait? Quel souvenir elle avait de son Ben, enfance arménienne? c'est un peu vraiment violente parce qu'elle dit que le seul scène que je me souviens, ils ont tué ma mère. J'avais une sœur. Elle était voilà, voilà, de ma mère. Elle dit le seule image que je me souviens, c'était ça. Mais à part de ça, vraiment, elle racontait pas grand-chose. Mais la seule chose qui était très importante, des fois, mon arrière-grand-père, quand il s'est fâché contre elle, il a utilisé les insultes, voilà, en kurde. Et surtout quand il a utilisé les insultes voilà, contre l'identité arménienne, et vraiment elle devenait fou, et elle se défendait, elle Hmm. utilisait les mêmes insultes contre lui-même. Donc vraiment, elle était très, très sensible voilà, Cette question. à son identité, etc. Et sinon, à part de ça, il y avait encore deux autres femmes islamisées dans notre village. Voilà. Ça veut dire juste dans un petit village kurde, on avait trois femmes islamisées. Donc, ça nous dit déjà beaucoup de choses vraiment concernant Hmm. le nombre des femmes islamisées dans la région. Hmm. Et sinon, on était juste à côté d'un village anciennement arménien, Djersé. C'est un village très connu dans la région de Kavar, de Kulp. Hmm. Donc, on sait qu'il y avait une église là-bas, on sait que voilà, il y avait une forte présence des Arméniens avant le génocide. Et une autre histoire très intéressante, mon grand-père toujours racontait, il dit que ma mère toujours m'a disait que on avait un bovin qui était malade, on voulait le voilà, vendre dans le village arménien. On est allé à Jersey et sur la route, on s'est rencontré avec un villageois. Il dit que mais vous allez où? On dit que ben, notre bovin est malade, on va le vendre. Il dit que mais écoutez, ils ont déjà décidé de massacrer les Arméniens. Et tous les hommes ont été voilà, envoyés à l'IG pour voilà,
Mm. pour les massacrer. Rentrez chez vous, c'est très dangereux d'aller voilà, dans ce village. Donc, il y avait plusieurs voilà, petites histoires Mm. concernant voilà, le moment de génocide. Ben, sinon, quand on regarde le paysage, voilà, le vestige de cette région, on voit les traces des églises, les anciennes voilà, maisons arméniennes, Oui, les lieux de massacre, surtout, c'était vraiment très important. Il y avait un lieu que quand on était petit, on a passé cette région-là, toujours on dit que voilà, une partie des Arméniens a été massacrée dans cet endroit-là. Donc, il y avait une vraiment forte présence vous de racontez cette absence. aussi une anecdote sur votre oncle qui est devenu médecin, je crois, et Ah, que vous ah, avez entendu petit quelqu'un dire que c'est parce qu'il était arménien ou d'origine arménienne. oui, oui, ben, en fait, il est allé à l'université. En été, il est rentré chez nous. Et comme il va devenir un médecin, c'était quelque chose de très important, voilà, Bien à sûr. l'échelle du village. Et les villageois sont venus voilà, chez nous. Et il dit que, ben, vous savez pourquoi il a gagné cette école? Parce elle était le lait des Arméniens. Donc, Le lait d'une arménienne. voilà, voilà. Donc, vraiment, il a fait Mm. référence. Ben, dans ce cas, Alors, c'était quelque chose de ça nous positif. Donc, amène, Adnan Çelik, ça nous amène à l'image des Arméniens dans, dans cette mémoire orale des Kurdes. C'était quoi comme image? Enfin, quelles étaient les images? Parce que peut-être qu'il y avait oui, plusieurs images. Là, oui, oui. vous nous donnez une image plutôt positive, puisque votre oncle aurait bu le lait d'une Arménienne, il est Oui, devenu oui, intelligent. Donc ça, oui, c'est une partie, si vous voulez. Mais en même temps, quelles sont les autres images que vous avez rencontrées dans la société kurde oui. lors de votre enquête? Ben, vous l'avez très bien dit, oui, il y a plusieurs images, voilà, des fois positives, mais négatives aussi. Négatives aussi. Ça dépend de région, ça dépend de village, ça dépend des gens de sensibilité politique et religieuse des gens, ça dépend Mm. vraiment leur entourage, leur sociabilisation, etc. Mais en général, je peux dire que vraiment, tout d'abord, il y a une image très forte, une image victime des Arméniens. Donc, Victime. voilà, les histoires on a collectées, il y a toujours les histoires très tristes, l'histoire de l'assassinat des gens, d'enlèvement des femmes, voilà, l'islamisation des enfants, etc. Et il y a une image très forte, voilà, on dit que ben, les Arméniens étaient victimes d'un génocide. Mais des fois, on a une image des femmes arméniennes islamisées, voilà, une image d'intelligence, voilà, on dit que voilà, ils étaient très intelligents. Ben, parce qu'on peut comprendre cette image, parce que si vous avez été islamisé, vous essayez de faire votre mieux voilà, pour vous bien intégrer dans la société. Pour ça, vous êtes, voilà, voilà, intelligent, vous devez être un peu Il y a des défis à relever. voilà, défi à relever, etc. Et autre image, par exemple, dans la région de Koulp, à côté de Sassoon, on avait une image de Kevork Çavuş, Alors voilà, oui, je voulais voilà, vous entendre dire, raconter cette mémoire de Kievok Çavuş, donc le fédaï arménien. oui. Et cette image, donc, ces histoires se transmettent de génération en génération encore? Oui, ben, on est allé dans les villages, là où se trouvent les villageois de mon tribu. Moi aussi, je suis même dans une tribu nommée Khian. Et cette région a été voilà, peuplée par les gens de Khian. On est allé dans un village nommé Archaser. Voilà, Archaser, la première résistance arménienne dans les années 1890 a eu lieu voilà, dans cette région-là. Et on a fait un entretien avec une personne de 60 ans. Il dit que mon père voilà, était mourtar, voilà, Oui. mourtar d'Akçaser pendant la révolte, voilà, pendant la résistance de cette période-là. Et il dit à cette période-là qu'Evo Çavuş était le leader des Fédaïs, voilà, des Fédaïs des Arméniens. Et vraiment, dans cette région, les gens déjà connaissaient Kevork Çavuş. Il dit qu'il était un personnage très courageuse, voilà, très Mm. connu. Et il dit qu'il s'entretenait très bien avec les Kurdes, donc il essayait de tenir des bonnes relations avec
voisins kurdes pendant cette période-là. Mm, mm. C'est très, très significatif tout de même qu'un certain nombre d'éléments de la mémoire arménienne soient maintenus sur les lieux mêmes et Oui, donc auprès des populations kurdes ou turques parfois, et que en diaspora arménienne, qu'il y ait une coupure, cette coupure avec le passé. oui, Euh, bon, vous le savez, ça a été un choc terrible pour les oui, Arméniens de se trouver dans des lieux euh, nouveaux pour eux, et la constitution de la diaspora a aussi emmené à l'effacement d'une certaine partie de la mémoire arménienne. Donc oui, c'est oui, très, très intéressant de voir que les populations locales, parce que les lieux rappelaient la présence arménienne, les populations locales lient des histoires à ces lieux, et c'est très, très significatif, oui. en tout cas. Oui, c'est très important, surtout la transmission intergénérationnelle, voilà. Parce que, en fait, ce lieu aussi est en train de changer, malheureusement, je dirais, parce que, au moins jusqu'à les années 90, la guerre a commencé dans les régions kurdes, et puis l'État turc a commencé à évacuer les villages. Donc, Oui. mais surtout jusqu'au début des années 90, je dirais 80% des Kurdes habitaient dans les zones voilà, rurales, dans la campagne, dans les villages. Et dans ces conditions-là, vraiment, la transmission de mémoire d'une génération à l'autre était très facile. Et on a raconté toujours ce genre d'histoire. Et surtout la langue. Donc, la langue était vraiment un lieu de transmission, un lieu de sauvetage de cette mémoire-là. Et ça a commencé à changer vraiment depuis une vingtaine d'années où Kurdistan de Turquie aussi, parce que maintenant, une grande partie des Kurdes habitent dans les centres des villes, dans les métropoles, là où on perd la langue, on perd voilà, cette transmission de mémoire. Donc, malheureusement, je pense que dans les 10 ou vingtaine d'années prochaines, on va un peu voilà, perdre tous ces mécanismes de transmission mémorielle aussi. Mm. Ouais, Aussi, donc, le déplacement des Kurdes à l'intérieur de la Turquie a dû aussi causer cette tout à fait. rupture. Oui, Euh, donc, on a parlé des différentes images que les populations kurdes avaient de cette présence arménienne, en tout cas des oui, Arméniens. oui, oui. Euh, je voulais vous demander, pour ce qui concerne donc cette idée de la malédiction, bon, on n'a pas encore parlé de Oui, cela. Il y avait donc ce sentiment de culpabilité, quelque part, d'avoir participé à l'extermination des Arméniens, c'est-à-dire d'avoir fait le sale boulot mhm, des Turcs, du gouvernement oui, turc, oui, qui se sont servis des Kurdes, mais les Kurdes étaient aussi, je veux dire, dans une situation ou dans un état où ils ont non pas obéi à des ordres, mais ils l'ont fait volontairement, c'est-à-dire tuer des Arméniens pour s'approprier de leurs biens, de leurs filles, de leur, oui, euh, oui, de leur maison, de leurs terres, etc., etc. Donc ce sentiment de culpabilité, comment il s'exprimait dans votre enquête, ou le souvenir de ce sentiment de culpabilité, comment cela s'exprimait, ou avec des oui, exemples peut-être. oui. Ben, d'abord, voilà, avec toujours en lien avec cette expression de malédiction, on dit que voilà, M. Shivan ou pas Shivan, voilà, nous sommes le déjeuner, vous serez le dîner. Ça veut dire, en fait, même dans cette expression, il y a un sentiment de culpabilité. On dit que ben, on a resté un peu indifférent, voilà, Mm. contre, voilà, avec le cri des Arméniennes. Une partie, c'est vrai qu'une partie de la société kurde voilà, a participé à ce génocide alors que le génocide a été orchestré par les unionistes, voilà, avec avec une idéologie pan-turquiste, à l'échelle locale, il y avait sûrement une participation kurde aussi à ce génocide. On ne peut pas En dire tout que, cas, dans la voilà, mémoire arménienne, c'est oui, très, très présent. oui, 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 Dans tout à la fait. mémoire Non, personnelle, dans les mémoires personnelles, c'est très oui, présent. On a vu son père, sa mère tués par des Kurdes
le nombre oui, des gens qui assimilent, qui oui, assimilaient beaucoup plus avant. Mais depuis les gestes des Kurdes, de reconnaître ce qui s'est passé, il y a eu une distinction peut-être un peu plus grande, mais à un moment donné, pardon, jusqu'à très récemment, oui, les oui. Arméniens assimilaient les Kurdes et les Turcs. Ce sont les Mm. Turcs et les Kurdes qui nous ont massacrés. Oui, oui, tout à fait. Mais même dans la mémoire des gens qu'on a réalisé des entretiens avec eux, vraiment, on a toujours vu cette réalité dans chaque village, dans chaque région. Les gens parlaient de participation de certains, voilà, Kurdes, ce qu'ils nommaient gendarmerie en Belgique, ça, vraiment, c'est les personnes, c'est les mercenaires, voilà, qui ont rejoint à l'organisation spéciale dirigée par les unionistes à l'échelle locale. Ces gens-là, vraiment, ils ont participé, ils ont tué les Arméniens, ils ont enlevé les femmes, les enfants, ils ont confisqué leurs biens, etc. C'est une réalité, on ne peut pas vraiment nier ça. Et cette culpabilité, parce que aujourd'hui, en fait, surtout après les années 90, avec l'apparition de mouvements kurdes, en fait, le mouvement kurde a essayé vraiment de proposer une contre-mémoire, une autre historiographie, voilà, sur la vivre ensemble kurdo-arménienne depuis des siècles. Et le mouvement kurde a toujours condamné, voilà, la participation kurde à ce génocide. Donc, avec le temps, il y a une nouvelle sensibilité politico-idéologique chez les Kurdes et les membres de nouvelle génération, vraiment, ils condamnent ce passé, voilà, douloureux. C'est pour ça Je que voulais vous une demander le voilà. mécanisme. Quel était le mécanisme ou quel était voilà, le mécanisme de ce passage du fait d'assumer d'assumer bon gré mal gré d'avoir participé au génocide Oui, et passer à une prise de conscience que eh bien, c'était mal ce qui s'est passé, donc on le regrette. oui. Ben, tout Parce que vous simplement, avez parlé du mouvement kurde, oui, 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 qui a oui, joué oui, un oui. rôle très important. Bien, Et bien sûr. Öcalan avait lancé à un moment donné, à la surprise des Arméniens, un appel aux Arméniens du monde d'aller revivre sur les terres de leurs ancêtres. Oui, oui, oui. Ben, même avec le mouvement kurde, vous savez, juste 5 ans après le génocide, en 1921, donc la rébellion de Kochkili a commencé, puis la révolte de Cheikh Saïd 1925. Les Kurdes, ben, tout de suite, juste après le génocide, ils ont compris que voilà, c'est leur tour. Cette fois, l'État turc Hum. s'est dirigé vers eux, a commencé à massacrer, déporter les Kurdes. Et c'est pour ça que toujours voilà, dans le silage de cette expression, ça veut dire, voilà, ils ont compris que voilà, après l'élimination des Arméniennes, cette fois c'est leur tour, cette fois voilà, Ils l'ont les vu par les faits. panturquistes, et voilà, Ils l'ont par vu les par faits, les le faits. mécanisme, je pense qu'on peut parler de ça, mais avec toute cette longue histoire du XXe siècle, je pense que les Kurdes ont rendu compte que voilà, ici en Turquie, il y a une idéologie panturquiste qui vraiment veut éliminer tous les autres, voilà, soit au niveau Hum, religieux, soit au niveau hum. ethnique, etc. Et parce que pendant la Première Guerre mondiale, une grande partie des Kurdes vraiment se trouvaient à côté des Turcs, voilà, parce qu'il y avait une propre commune, voilà, la religion, l'islam La pour les religion. deux. Et de plus, les Kurdes étaient vraiment, pendant l'Empire ottoman, il était ou de hiérarchie sociale, voilà, ce système de millet, donc en tant que musulmans, eux aussi, ils se trouvaient voilà, en haut de cette hiérarchie. Voilà. Il était vraiment à côté des Turcs en général, je dirais, mais après la fondation de la Turquie, après ce qui s'est passé contre eux, avec le temps, ils ont, je pense, gagné cette conscience que voilà, il y a une continuité de la violence Hum. étatique génocidaire, voilà, d'abord contre les Arméniens, puis les Grecs et puis les Kurdes. Je pense qu'ils se sont vraiment, ils se sont projetés, voilà, dans cette matrice de, mais voilà, victimaire en En fait, s'associant avec les Arméniens.
En fait, je pensais que, enfin, vous le connaissez, vous le savez certainement, il y a eu des tentatives de la part du mouvement révolutionnaire arménien de se rapprocher des Kurdes, mais ça n'a jamais marché. Donc, il y a eu plusieurs tentatives de demander aux Kurdes de se joindre aux Arméniens pour lutter contre les discriminations. Mais bien entendu, le gouvernement, à l'époque du sultan et même après, après la révolution jeune turque, mettait les Kurdes dans une autre catégorie, avec l'espoir que si les Arméniens non assimilables aux Turcs à cause de leur religion, de leur culture, de leur passé, etc., n'y étaient pas, les Kurdes auraient pu être totalement assimilés et se fondre dans cet État-nation turc qu'ils projetaient de créer. Et c'est là qu'ils ont mal vu, c'est-à-dire les Kurdes ont voulu garder à leur tour leur identité, même si la religion les unissait à la majorité ou à la Oui, partie turque, pas la majorité, mais à la oui, partie oui, turque, parce que les oui. Turcs n'étaient pas majoritaires dans ce pays. Exactement. Mais juste une parenthèse, en fait, vous avez tout à fait raison, surtout à la fin du 19e siècle jusqu'à voilà, le moment du génocide. C'est vrai que le mouvement révolutionnaire arménien avait une idée de citoyenneté voilà, égale sous le toit de l'Empire ottoman et ils ont essayé toujours de trouver voilà, des points communs au niveau politique avec les Kurdes, mais ça n'a pas marché. Mais heureusement, à la fin des années 20, vous savez, en Syrie, les Tachnaksutyun et avec le mouvement kurde, ils ont créé une organisation voilà, au nom de Khoybun. Voilà. Koyboun, Et, voilà, Khoybun, ça a été créé à la fin des années 20, 27, voilà. Et puis, même pendant la révolte d'Ararat, voilà, tout à fait. le mouvement Et on révolutionnaire sait, arménien a soutenu cette révolte à côté des Kurdes. Le Tachnaksutyun a collecté des fonds en Voilà, diaspora, dans cette oui, diaspora nouvellement créée, pour oui, financer cette révolte de l'Ararat avec l'espoir, parce qu'il y avait toujours, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toujours l'espoir de oui, retourner tout à fait, tout à sur fait. les terres arméniennes Oui, oui. Malheureusement, ils ont un peu, voilà, ils ont un peu raté, je pense, que le moment, parce qu'à la bien fin des sûr. années 20, le mouvement arménien était déjà affaibli et le mouvement kurde aussi, vraiment, après une vingtaine d'années des révoltes, est devenu très faible, voilà, surtout après le génocide de Dersim. Donc, cette alliance est très importante, voilà, historiquement, mais malheureusement, n'a pas pu, voilà, être effective en termes de coopération, voilà Mm. pour gagner les terrains. Ouais. Alors nous allons marquer un petit arrêt pour reprendre cette émission euh, tout de suite après cet intervalle musical. Nous reprenons cet entretien avec Adnan Çelik sur la mémoire kurde du génocide des Arméniens. Et je voulais vous poser une question très précise sur la, les motivations du mouvement kurde dans les années 80 de changer cette vision du génocide des Arméniens et de la présence arménienne sur ces terres. Parce que finalement, dans les revendications des Kurdes, il y a les revendications des Arméniens, même si les Arméniens ne sont plus sur ces terres, et ce sont les Kurdes qui habitent sur ces terres. Alors, qu'est-ce qui a motivé, à votre avis, le mouvement kurde, Öcalan et autres, a soulevé la question du génocide des Arméniens? Mais vous savez, cette année, ici à l'EHESS, avec certains collègues, on a animé un séminaire intitulé Colonialité et génocide. Donc, on a fait une comparaison entre le cas kurde, palestinien et ouïghour. Voilà, les trois cas très différents, mais quand même, il y a des points communs. Pendant ce séminaire, j'ai essayé un peu voilà, de montrer voilà, l'usage, la circulation de ces deux concepts dans l'espace kurde, le concept de génocide et le concept de colonialisme, colonialité. En fait, ce qui est intéressant, déjà, vous savez, la convention du génocide
une fois que le terme a été inventé par Raphaël Lemkin en 1944, la convention a été passée, voilà, en 1948. En même temps, en mois de novembre 1948, Kamran Bedirhan, un intellectuel kurde, voilà, installé à Paris, lui, au nom de délégation kurde, il a écrit un mémorandum, voilà, pour la cause kurde. Et il y a un passage très intéressant dans ce mémorandum, là où il dit que ben, jusqu'à maintenant, les Arméniens, les Assyriens, les Keldanes et les Juifs, voilà, ont subi, voilà, ce crime, voilà, ce génocide. Et maintenant, les Kurdes aussi sont en face voilà, d'un tel risque. Ce que je veux dire, vraiment, dès au début, dès l'apparition de ce concept, les Kurdes, les intellectuels kurdes ont immédiatement associé, voilà, se associé avec ce concept et ils ont toujours vraiment fait la référence du génocide des Arméniens. Un autre exemple très intéressant, Jalal Talabani, un Kurde de Kurdistan d'Irak, très connu, le leader de UPK, lui, le lendemain du génocide de Halabja, voilà, le 16 mars 1988, il était à Londres et devant la presse, il dit que ce qui s'est passé hier à Halabja, c'était exactement ce qui s'est passé voilà, pendant le génocide des Arméniens. Mm. Ça veut dire vraiment les C'était Kurdes dans le... présent dans les mémoires, Exactement, dans voilà. leur Et conscience. pourquoi je dis ça? Parce que je pense que comme le mouvement kurde, voilà, à la fin des années 70, se considère comme un mouvement anticolonialiste et de libération nationale. Vous savez, le but était de créer un Kurdistan indépendant et socialiste. Ils ont commencé à faire, à, à relire l'histoire du XXe siècle, voilà, avec des lenses anticoloniales, je dirais. Et dans cette lens anticoloniale, évidemment, on ne pourrait pas fermer nos yeux, voilà, de cette réalité amère, voilà, du génocide des Arméniens. Mhm. Même dans le manifeste de Parti des travailleurs de Kurdistan, le manifeste de PKK, on voit toujours, voilà, cette réalité. Il parle, voilà, il dit que ben, les Arméniens, les Grecs, les Assyriens ont subi, voilà, un génocide par les colonialistes, voilà, entre guillemets, les Turcs. Et il dit que maintenant, c'est les Kurdes qui, voilà, subissent de ce colonialisme. Et ce que je veux dire, le mouvement kurde était très sensible à ce sujet parce qu'il voulait vraiment raconter un- une contre-histoire de la Turquie. Et dans cette contre-histoire, le génocide des Arméniens était une vérité historique qu'on ne peut pas voilà, négliger. Et l'autre point, je pense que l'autre point important, en fait, le mouvement kurde, évidemment, en, en tant qu'un mouvement anticolonial, est un mouvement nationaliste aussi, mais ce nationalisme, c'était pas du tout un nationalisme, voilà, comme ça dit, excluant. Vraiment, il s'agit d'un nationalisme, je dis patriote, mais vraiment, il jamais nié la Il y a des présence des autres nationalistes communautés. qui excluent les autres et qui Voilà, voilà. veulent leur disparition, et ce n'est pas le cas. Exactement. Ils considéraient voilà, les régions kurdes comme une région voilà, kurdo-arménienne avec la présence des autres minorités religieuses et ethniques. Donc, dans ce cas, ils voulaient vraiment créer un espace politique voilà, pour vivre ensemble avec tous les autres groupes minorisés voilà, dans cet espace-là. Et avec le temps, je pense que le mouvement kurde a changé plusieurs fois la direction politico-idéologique, mais jamais changé cette direction-là. Vraiment, dès au début, le mouvement kurde est très sensible à ce sujet du génocide arménien et il a toujours insisté de voilà, de reconnaître cette réalité, de faire face avec ce passé douloureux. Vous Mhm. savez, même à la fin des années 80, Öcalan, il a envoyé une lettre à Kochinian, voilà, quand il a été élu en Arménie. Euh, donc, Kocharian. Kocharian, excusez-moi, à Kocharian en disant que ben, nous sommes en conscience de ce qui s'est passé voilà, mais pendant le génocide et en tant qu'un mouvement de libération kurde, on toujours soutient la reconnaissance de ce crime. Même avant les années 90 ou début des années 80, vous savez, avec Assala, le mouvement kurde même a voilà, signé une A convention dû avoir des relations. d'alliance. Voilà. Hmm. Alors, peut-être une question un peu anecdotique.
lors de la guerre au Kurdistan turc, c'est-à-dire dans les années 80, on voyait souvent les déclarations du gouvernement turc, voire même les déclarations de l'armée turque, parler des Kurdes comme des Arméniens cachés. Oui, Et en diaspora arménienne, on a toujours pensé que c'était du délire, que les Kurdes étaient des Arméniens cachés. À un moment donné, après donc, le phénomène, après le travail de Agos de Hrant Dink, on s'est rendu compte que le nombre des Arméniens qui avaient été islamisés était très important et il y avait des Arméniens ou des gens d'origine partiellement arménienne qui étaient intégrés dans le mouvement de Kurdes du PKK. Euh, Est-ce que la, une des raisons oui. de la mutation, j'allais dire, du PKK dans la question du génocide des Arméniens, est-ce que ce n'était pas aussi la présence de gens d'origine arménienne, je ne sais pas, même d'origine lointaine arménienne, ou des gens qui assumaient leur origine arménienne? Tout d'abord, à vrai dire, on n'a aucun chiffre voilà, fiable concernant la participation des Arméniens voilà, Hmm, dans les rangs de PKK, mais évidemment, on sait que on connaît certains nombres voilà, des militants, des guerriers de PKK qui étaient certain. arméniens ouvertement, c'est sûr. Mais l'État turc, je pense que dans les années 90, comme le mouvement kurde est devenu très massif, surtout avec la mobilisation des gens dans les villes, dans la campagne, à côté de l'armée kurde, je pense qu'il voulait vraiment un peu mobiliser cette mémoire du génocide des Arméniens de notre manière. Comme voilà, le mouvement kurde essaie de créer une continuité entre la victimisation arménienne et kurde, voilà, avec une autre approche, l'État turc voulait encore provoquer certains les gens religieux, même dans la société kurde, pour un peu interpeller voilà, ce moment de génocide en disant que vous voyez, voilà, il s'agit d'un mouvement armé qui a collaboré avec les Arméniens, même dirigé par les Arméniens, qui veut, voilà, accaparer leurs terres confisquées, voilà, veut tuer les musulmans, etc. Donc, ce discours était vraiment très, très présent. Et moi, j'ai travaillé sur les conflits intra-kurdes dans les années 90, et même je vois que une des motivations de certains gens qui sont devenus les auxiliaires de l'armée turque, on dit gardiens de village Korucu, pour eux, vraiment, ce propagande de l'État turc était très effectif. La région où je vous ai parlé, voilà, la région aux limites de Sasson, et tous ces villageois sont devenus gardiens de village, voilà, à côté de l'armée turque contre le PKK. Ben, certains ces gens, on voit que vraiment, ils ont influencé par ce propagande en disant que voilà, le PKK, c'est les Arméniens. Hmm. Donc, ce que je veux dire, l'un côté, l'État turc voulait voilà, faire ce propagande, mais l'autre côté, vous avez tout à fait raison, il y avait une participation alors que mineure, voilà, d'Arméniennes à côté de PKK, qui a un peu, il avait une expression très, voilà, répondant à cette époque, on dit voilà, les guerrieros sont les Arméniens non circoncis, voilà, on dit circoncis, c'est C'est ça? ça, oui, c'est ça. Voilà, voilà. On dit C'est ce qu'ils qu'on sont disait. On a vous voyez, trouvé des ils sont guérilleros voilà, exact, morts qui n'étaient pas circoncis, donc ils ouais, étaient voilà, chrétiens arméniens. exactement. Hmm. Et ce discours, oui, au moins jusqu'à la fin des années 90, vraiment, il était très fort. Mais il faut le dire que, en fait, le PKK a toujours essayé voilà, de répondre à ce discours en disant, pas excluant les Arméniens, ni utilisant un discours de haine contre les Arméniens, mais avec une grande respect en disant que, ben, écoutez, nous, voilà, en tant que mouvement kurde, on lutte pour notre propre voilà, destin, mais à côté, on reconnaît le génocide des Arméniens, et il y a certains, voilà, non même que se considèrent comme arméniennes, mais voilà, ils luttent
de notre côté. Les Turcs Donc, ils ont essayé. présentaient même Abdullah Öcalan comme un Arménien. Ah ben oui, bien sûr, oui. Ben ça, il C'était- était vraiment très, très répandu, oui. Mm. Donc, c'était aussi une manière de discréditer Tout à le, fait, tout parce à que fait. l'image des Arméniens étant ce qu'il est, que ce qu'elle est en Turquie, c'est-à-dire une image négative, une image à bannir, une image pratiquement d'intouchable euh, à la manière indienne, Ben voilà, c'était aussi pour euh, voilà, donc pour discriminer tout à les fait. Kurdes comme étant des Arméniens qui sont déjà de toute façon à bannir. Exactement, exactement. Oui, oui, oui. Ben, parce que voilà, il y a une mémoire de Première Guerre mondiale, voilà, un peu fabriquée, vous savez, par le roman national turc. Et dans cette roman national, on a toutes les images négatives, voilà, concernant de cette période. Ils ont essayé d'associer ces images négatives avec, voilà, les mêmes de PKK des années 90. Donc, de côté de l'État turc, vraiment, c'était une stratégie de un peu, comment ça dire, euh, discriminer, un peu terroriser, voilà, le mouvement kurde. Adnan Çelik, donc dans ce livre, La malédiction, et dans vos articles importants qui ont suivi et les études que vous avez faites plus tard, là j'ai vu que cette année, je crois, vous avez publié un livre avec euh, Nazan Maksudyan Nazan et Maksoudian. Eren Yıldırım Yetkin, voilà. Voilà. Donc, vous avez continué ce travail. Dans l'ensemble de vos travaux et de vos enquêtes sociologiques ou anthropologiques, quel est le phénomène qui vous a le plus frappé? Quel est le phénomène qui vous a le plus choqué et qui était inattendu pour vous dans la mémoire des populations kurdes? Ben, vous savez, moi, quand j'étais petit, je pensais que c'est voilà, juste dans notre village qu'on parle voilà, Des Arméniens? d'arménienne, on parle voilà, de ce passé violente. Mais ce qui m'a frappé vraiment, moi, j'ai réalisé, je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, peut-être voilà, 400, 500 entretiens dans les régions kurdes, dans les différents projets de recherche, etc. Ce qui est très frappant pour moi, pas seulement dans la région de Diyarbakir, dans la région de Dersim, de Botan, voilà, de Serhat, dans toutes les régions, on a vraiment une mémoire très vive concernant le génocide des Arméniennes. C'est pas une mémoire commune, voilà, c'est pas, il y a les points différents. Par exemple, si vous allez vers la région plus haut de Serhat, des fois, il y a une mémoire un peu controversée, voilà, concernant le génocide des Arméniens. Mais ce que je peux dire, Comment controverser? Donc, une autre vision des Arméniens? ben oui, surtout, par exemple, moi, j'ai réalisé certains entretiens, voilà, avec les gens de Van, et voilà, de Mouche, de Daron. Et là-bas, des fois, ce que j'ai jamais, voilà, entendu à Diyarbakir, on parle, voilà, souvent les fédérations des Arméniens, on parle les Arméniens volontaires qui étaient présents dans l'armée russe, on parle une petite partie de violence, voilà, Hmm, commis par eux aussi. C'est hmm. pour ça que je dis ça. Mais sinon, par exemple, dans la région de Dersim, dans la région de Diyarbakir, de Boton, j'ai jamais entendu un peu l'histoire, voilà. Mais ce qui est frappant, ça veut dire vraiment c'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression, voilà, une présence par leur absence. Donc, il n'y a pas une présence arménienne physique, voilà, aujourd'hui, mais il y a une présence très forte par, voilà, par les ruines, par les églises, par les lieux de massacre. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très frappant pour moi. Vous parlez des lieux des massacres. Quel est le statut de ces lieux aujourd'hui dans cette mémoire et dans la conscience kurde? Parce qu'il y a des lieux où on a massacré des Arméniens, où on les a jetés, et ce sont des lieux dans des ravins, et ce sont des lieux qui sont connus des populations locales. Tout à fait. Combien de lieux sont connus? Je ne parle pas de statistiques, enfin, quels sont les lieux principaux qui Oui, sont oui, oui. connus des populations et qui gardent toujours parfois le nom qu'on leur a donné au moment des massacres? Oui.
Ben, vous savez, par exemple, dans mon région, à Koulp, juste quand quand on va aller au début, voilà, à l'entrée de centre de ville, il y a une petite vallée, voilà, on dit voilà, Huignan, ça veut dire le valet des sanglantes, donc sanglanté, voilà les gens, donc Ensanglanté? ensanglanté, donc c'est vraiment un lieu de massacre. On sait qu'une grande partie des Arméniens de centre-ville ont été massacrés dans cet endroit-là. À Ligier, il y a un endroit, voilà, on dit Kunaromi, c'est une grotte, voilà, très profonde qu'on a jeté, voilà, les Arméniens un Hmm. par un, une par une. Ben, Donc, je rappelle que voilà. parmi les auditeurs de Radio Arménie, il y a des enfants de l'Edjetsi, des gens de l'Idjé, Ah de, oui, voilà. Ben voilà. Tihanagé. À Ligier, à Tchungush, à Chankouch, on a parlé de Chankouch, encore il y a vraiment une grotte là-bas, voilà, Duden, là où on a massacré les Arméniens de Chankouch. Donc, tous ces lieux sont très connus, juste dans la région de Diyarbakir. Je pense que je me souviens plus le nombre exact, mais on a parlé d'une vingtaine, trentaine de lieux de massacre collectif. Je ne parle pas d'un massacre d'un ou deux personnes, hein. Voilà, on parle de dizaines, de centaines, voire de centaines de personnes. Ces lieux sont très connus à l'échelle locale dans la mémoire des gens. Même, je me souviens très bien en 2015, pendant le centenaire du génocide des Arméniens, une grande convoi des gens, voilà, sont allés à Chankouch, voilà, pour rendre hommage aux Mhm. victimes du génocide des Arméniens. Mhm. Et, mais ce qui est dommage, malheureusement, jusqu'à maintenant, voilà, vous savez, il y a un négationnisme farouche en Turquie. Et on ne peut pas vraiment faire les rendre hommage très facilement, surtout dans cette Ben, dernière on décennie. entend que cette Donc, année, le rassemblement à Istanbul pour était interdit. commémorer le génocide a été interdit. Voilà, depuis Or, 4-5 ans, c'est toujours comme ça. Donc, je me souviens très bien, même en 2015, le mouvement kurde à l'échelle de municipalité avait un projet, voulait vraiment créer, voilà, comment ça dire, une carte, voilà, des lieux de massacre, oui, ça me de paraît génocide très, des très Arméniens. important. Oh, Ça oui, me paraît oui, très oui. important. Même il y avait un tel projet pour, voilà, faire face au passé, etc. Mais malheureusement, tout ce qui s'est passé en 2015-2016, après ça, tout a été, voilà, Mm. arrêté, tout Ça c'est a été fini. arrêté. Voilà. Dans votre travail, Adnan Çelik, vous parlez aussi des expressions qui portent la mémoire des Arméniens et la mémoire du génocide, des expressions en kurde. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et quelle est la signification de ces expressions? Oui. Ben encore, dans notre séminaire, ce que je voulais, le génocide, sur le génocide, ce que je voulais dire aux étudiants, je dis que même avant le concept de génocide, il y avait certaines expressions, certains mots dans les langues, voilà, les langues locaux qui, voilà, pourraient vraiment dire le génocide. Donc, ça, on trouve vraiment plusieurs expressions dans la langue kurde. Moi, je suis kurde zaza, voilà, je parle de la dialecte zazaki, je vais parler de ma dialecte. Dans ma dialecte, on utilise souvent l'expression de Furkhune arménienne, ça veut dire le Furkhun des Arméniens. Furkhun, c'est un mot très intéressant, juste on l'utilise pour la chasse. Quand vous allez chasser les perdrix et quand vous allez tuer tous les membres de ce groupe des perdrix, en même temps, on utilise le mot Furkhun. Donc, Mm. déjà, vraiment, il y a une idée d'éradication dans Oui. cette Mm. expression-là. On utilise souvent le mot, l'expression de Fermane Flahan, ça veut dire le ferment des Arméniens. Ferment ici vraiment veut dire que voilà, le génocide des Arméniens. C'est le décret. Exactement. On parle, on dit C'est le décret Kırkırna de, d'exterminer de, les Arméniens. exactement. On parle, il y a une autre expression très intéressante, on dit Kırkırına Flahan, ça veut dire l'annihilation des Arméniens, l'éradication des Arméniens. Donc, il y a vraiment plusieurs expressions, ça dépend selon la région. Des fois, vous trouvez une expression dans un village, mais pas dans l'autre. Donc, Mm. il y a un savoir, une mémoire même située, voilà, concernant le déroulement du génocide pendant cette période-là. Mm. Par exemple, surtout à Bismil, c'est un voilà, district de Diyarbakir sur
le plan du Diyarbakir. Eux, là-bas, ils utilisent l'expression de kaflea arménien, ça veut dire le convoi des Arméniens. Parce que tous les Arméniens déportés vers Caravane. Deir ez-Zor, les caravanes de déportation passaient par cette région-là. Donc, Oui, on utilise cette expression-là. oui. Ça veut dire, dans la langue kurde, toutes ces expressions nous dire vraiment les différentes caractéristiques de génocide de Est-ce que vous avez 1915-16. découvert ces expressions lors de votre enquête? Oui, tout à fait, Donc, oui. vous ne connaissiez pas ces expressions. Ben, moi, je connaissais par exemple Furkouni arménien chez nous, mais pas les autres vraiment. Et Hmm. dans chaque village, dans chaque district, vraiment, on a rencontré les différentes expressions concernant le génocide. Et ce phénomène des enfants kurdes qui ont vu leurs parents massacrés par ceux qui les ont adoptés après, est-ce que ça interroge quelque chose tout de même sur la vie de ces gens-là? Votre grand-mère, par exemple, ce qui a vu très probablement donc le massacre de ses parents et Oui, puis qui a vécu parmi les gens tout de même qui ont massacré ses parents. oui, oui. Comment, je veux dire, comment on a pu, comment la vie avec ces gens-là a été possible? Vous savez, vraiment, quand j'étais petit, j'avais pas la conscience de me poser tout, hein, ce genre de questions. Juste moi, voilà, j'avais une forte émission de solidarité avec ma grand-mère quand elle a raconté cette histoire. Et une fois que voilà, je suis devenu académicien, j'ai commencé à interroger, voilà, à travailler sur ce sujet. Et ces questions-là sont devenues très importantes pour moi aussi. Il y a des fois, c'est difficile à répondre, surtout par exemple dans le cas de mon arrière-grand-mère. En fait, elle a été enlevée par un autre voilà, personne. Voilà, elle a grandi chez lui, puis voilà, elle s'est mariée avec mon grand-père, elle est venue dans notre village. Et au moins, elle avait voilà, une distance avec voilà, cette mémoire-là. Mais il y avait une autre femme islamisée dans notre village, elle s'appelait Shekir. Elle a habité juste à côté de notre village, à Djersey. Son mari, Kirko, a été assassiné par nos villageois. Et Oui, puis, elle a été, voilà, vous en elle a parlez eu dans un un mariage article. très forcé. Oui, Oui. je peux imaginer que pour elle, ça peut être vraiment Donc, très, très, très douloureux. l'assassin de son mari l'a épousée. Exactement, oui, voilà, il y a un mariage forcé et je peux imaginer que pour elle, ça peut être vraiment très, 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 très violent. Et ça sera très intéressant maintenant, par exemple, de faire vraiment des enquêtes sur les Oui, décès de ces gens-là aussi. Malheureusement, dans notre projet, on n'a pas réussi à faire ça. Il y a quelques exceptions, mais en général, on voulait trouver les gens ordinaires pour voir voilà, ce qui reste du génocide. Mais je pense que ça sera vraiment très intéressant de faire une telle recherche avec les descendants des bourreaux, voilà, leur subjectivité, leur sensibilité, etc. Euh, et on souhaite, Adnan Çelik, que ces sujets seront aussi un jour abordés avant qu'il soit trop tard, parce que les mémoires Tout à s'effacent fait, aussi, et tout à fait. la mémoire des lieux aussi s'efface. En tout cas, merci beaucoup pour d'abord le travail que vous avez effectué, et ensuite pour cet entretien qui nous donne un peu d'espoir sur le fait de changer par les mentalités l'attitude, non pas de la Turquie, mais au moins des populations qui vivent en Turquie aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet entretien. Ben, merci beaucoup pour cette invitation. Moi aussi, je veux vraiment un peu finir, alors qu'on est, voilà, on traverse dans vraiment un moment très, très sombre partout, hein, pas seulement concernant de faire face voilà, avec le passé, mais même dans le présent, voilà, les génocides persistent. Tout ce discours sur, voilà, de faire face au passé, c'est un peu disparu, voilà, depuis quelques années. Euh, c'est très difficile, mais ce que je peux dire, au moins vraiment, on sait que une partie de la société kurde, mais turque aussi, je dirais, au moins depuis une dizaine d'années, il y a vraiment
un travail de mémoire, voilà, concernant le génocide des Arméniennes, alors que c'est pas du tout suffisant, il faut aller plus loin, c'est toujours très important. Mais vous avez raison, oui, il y a au moins certains gens qui, voilà, vraiment euh, sont sensibles, voilà, à ce sujet. Merci beaucoup, Adnan Chelik, pour cet entretien. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup.